Moi, je me suis posé, puisque j'ai travaillé antérieurement sur les quartiers populaires urbains, la fin du monde ouvrier de son système social et les tensions qu'il peut y avoir entre certains jeunes dits des quartiers et les institutions. Et du coup, en reprenant une généalogie, notamment celle des émeutes urbaines, qui remonte au début des années 70, quand on regarde les travaux de certains historiens sérieux, je me suis aperçu que, en fait, les émeutes qui commencent à s'installer progressivement dans le paysage français au début des années 80 et qui deviennent coutumières dans les années 80 jusqu'aux émeutes de 2005, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas forcément une réponse politique, je veux dire une médiation politique pour entendre la colère de plusieurs générations de jeunes, parce que ces jeunes se sont succédés. Et donc, du coup, le processus de radicalisation, quelque part, pourrait être, dans une certaine mesure, pour certains jeunes en tout cas, peut-être, pourrait faire partie de cette généalogie, j'allais dire, des confrontations à la fois jeunes-police, des tensions avec le politique en général, des problématiques avec les institutions d'encadrement. Donc, moi, je me suis, disons, intéressé, pourquoi pas aussi, je dirais, au manque de médiation politique que, en tout cas, une partie des institutions n'ont pas été en mesure de répondre aujourd'hui et qu'il y aurait peut-être dans cette radicalisation aussi une dimension politique. Et donc, c'est une hypothèse assez forte et elle repose en fait sur une autre hypothèse où, en fait, je me suis aperçu que le monde ouvrier était un monde aussi très turbulent, très violent, mais on avait, pour schématiser, bien entendu, c'est plus complexe, le Parti communiste qui encadrait la classe ouvrière, qui était confronté à la violence, à des formes de délinquance, et il y avait aussi ce conflit avec la bourgeoisie. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que pour certains jeunes, et des jeunes parfois des quartiers, mais parmi les radicalisés, il y a aussi des jeunes qui viennent des classes moyennes, qui ne sont pas forcément de familles musulmanes ni issus des quartiers, et du coup que l'islam, pour ces jeunes en tout cas, pour certains de ces jeunes, constituerait peut-être une idéologie de substitution au communisme. Donc voilà, c'était un peu ça, et donc il y avait cette question de médiation politique qui pourrait être aussi une piste à explorer. Alors moi, j'ai travaillé essentiellement sur la radicalisation qualifiée d'islamique, pour aller vite. Alors quand je dis qualifiée d'islamique, c'est tout le symbole qu'il y a derrière, mais est-ce que c'est vraiment une radicalisation islamique? Ça, c'est un autre débat. Certains collègues ont tranché, moi je ne tranche pas. Là, je m'intéresse plutôt à l'extrême droite. Donc, alors là, il y a plusieurs extrêmes droites aussi. On a une extrême droite, pour aller très vite, un peu Zemmour, qui aujourd'hui est reconnu sur le marché électoral, mais qui marque aussi peut-être une distance avec ce qu'on connaissait des partis conventionnels. On a une autre extrême droite qu'on va qualifier de soralienne, qui là est plutôt orientée sur aussi une vision radicale des élites, un antisémitisme, etc. Et je me rends compte que ces extrêmes droites, en fait, alors elles se combattent parce qu'elles ne sont pas tout à fait sur la même ligne, mais en même temps, elles s'accompagnent l'une l'autre. C'est quand même assez paradoxal. Et en tout cas, beaucoup de ces blogs sont pas mal consultés par même parfois des jeunes, des quadragénaires des quartiers, mais aussi des personnes des classes moyennes en voie de déclassement, qui sont confrontés également à la crise ou à des classes populaires un peu isolées. Donc du coup, on sent, je dirais, un terreau favorable à ce discours en fait qui soit s'en prend aux musulmans ou aux étrangers, soit s'en prend à la communauté juive et aux élites. Tout est un peu associé. À côté de ça, on voit très bien aussi que le mouvement des Gilets jaunes, certains mouvements aussi, entre guillemets, se radicalisent parce qu'il n'y a pas eu de réponse, là aussi, par rapport à la question précédente, de médiation politique. Même si aujourd'hui on voit que le gouvernement lâche du lest au niveau de la prime à l'essence, etc. Il y a un coût quand même. C'est-à-dire qu'ils répondent, mais financièrement. Alors, je veux dire, ça dépanne, il faut comprendre les classes populaires. Mais on voit qu'il n'y a pas, j'allais dire, une ouverture démocratique pour
pour discuter peut-être et remettre à plat un certain nombre de choses. Alors après, il y a, je dirais, alors sur les mouvements féministes aujourd'hui, il y a aussi, alors je connais beaucoup moins, mais on voit, alors même si, par exemple dans le milieu universitaire, on voit que les femmes commencent à avoir une place importante, et c'est très bien, mais il y a peut-être encore des pans de la société où il y a des inégalités très fortes, je pense peut-être dans le privé, et là il y a peut-être aussi des formes de radicalisation, aussi autour du LGBT, etc. Alors ça, je connais moins ces mouvements, mais on voit qu'il y a une segmentation, je dirais, des formes de radicalisation pour essayer d'aller très vite, et que, je dirais, le politique, je veux dire, dans certains domaines, il a été coupable pendant des années, mais là, je pense qu'il y a quand même des fractures et que c'est peut-être un peu difficile aussi pour ce gouvernement de répondre à toutes ces fractures avec des demandes de plus, j'allais dire, identitaires, segmentées. Et on voit bien, hein, Michel Viviorca avait écrit il y a quelques années « La société fragmentée ». Et la radicalisation est certainement une des illustrations. Écoutez, c'est très compliqué parce que nous, mes collègues et moi-même, généralement, on travaille sur des processus ou des dynamiques, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées, ne sont pas stabilisées dans le temps, et que nous-mêmes, on a, aujourd'hui, j'ai tel âge, je fais cette profession, mais je suis passé par des parcours, parfois par des... Bourdieu parlait de l'illusion biographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais me dire, oui, c'est logique, j'ai fait ça pour ça, mais à l'époque, j'ai peut-être rencontré la bonne personne, la mauvaise personne, j'ai peut-être reculé de 3 mètres, et puis après, je suis reparti, il y avait une tendance, un groupe. Et en fait, pour les parcours de radicalisation, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une sensibilité politique pour certains, et puis on va se rapprocher d'un groupe, et puis après, on va sympathiser avec un groupe, et puis dedans, il peut y avoir des gens plus radicaux. Et à l'intérieur de ce groupe radical, il y a peut-être des gens qui sont activistes, et puis on peut se retrouver dans une situation où, tiens, tu vas dormir chez un tel, et puis voilà, et puis là, on peut être pris dans cette marge. Et puis, il y a aussi d'autres profils. Il y a des gens, parfois, qui s'en foutent complètement de la motivation politique, mais qui veulent en découdre, qui ont... souvent, il y a aussi des passés... je pensais aux travaux de mon collègue, Eliamine Setoul, au passé militaire, et que, personnellement, moi, j'ai envie d'en découdre. Je suis quelqu'un qui aime les armes, qui veut faire quelque chose, et peu importe l'idéologie. Et donc, du coup, là, on va peut-être aller plus vite, même dans des formes de violence. Donc, il n'y a pas... Si vous voulez, c'est très compliqué. Et puis après, il y a des moteurs. Moi, je pense que beaucoup dans les sciences sociales, on a voulu expliquer par des grandes macro-théories. Alors, je ne dis pas que c'est valable ou pas, mais je me suis aperçu qu'en fonction de certains parcours, il y en a, c'est la frustration relative. C'est-à-dire que c'est un courant américain, c'est que mon voisin consomme plus que moi. Moi, je suis dans un pays développé, je suis plus pauvre que les autres, je le vis mal, et donc ça peut être un moteur. D'autres, c'est l'identité. Par exemple, vous ne reconnaissez pas mon pays d'origine, ma religion, etc. Donc, on peut parler, certains se sentent victimes d'islamophobie. Donc, du coup, ça peut être un moteur. D'autres, c'est la politisation, c'est-à-dire que quelque part, j'ai été militant associatif, les communes n'ont jamais reconnu mon engagement, on m'a mis des bâtons dans les roues, donc voilà. Ou ça peut être l'économie morale, c'est-à-dire une ambiance particulière, une culture, voilà, c'est très compliqué pour y répondre.